Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Alors comme vous avez pu le constater, le podcast a pris quelques semaines de congé, mais on n'allait quand même pas vous laisser sans inspiration. Alors c'est pourquoi, tout au long du mois d'août, nous allons publier d'autres épisodes de podcast voyage créés par d'autres podcasteurs. Tous les mercredis, vous retrouverez un nouvel épisode d'un podcast voyage, peut-être que vous connaissez ou pas. L'idée, c'est de faire découvrir d'autres contenus, d'autres voyageurs et d'autres podcasts qui sont aussi très très bien et qui méritent d'être connus. En tout cas, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le programme qu'on vous a préparé tout au long du mois d'août. Quant à nous, avec Flo, on se retrouve en septembre pour des nouveaux épisodes de Parents Voyageurs. On a plein de nouveaux projets pour vous. J'espère que ce planning vous plaira et je vous souhaite une belle écoute et un bel été. Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de 2023 avec une voix un petit peu enrouée comme vous pouvez peut-être l'entendre parce que j'ai une bronchite depuis quelques semaines. Mais ce n'est pas grave, cela ne va pas m'empêcher de vous souhaiter une excellente année 2023 avec tout ce dont vous avez envie. Voilà, tout simplement. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Claire et Guillaume qui sont nomades ou semi-nomades depuis environ 12 ans. Ils ont commencé par voyager sur une longue durée et cela leur a permis de découvrir le permis vacances-travail et ensuite de nombreuses formes de voyages alternatifs, notamment l'échange de services. Ils ont tellement accumulé d'expériences diverses et variées, que ce soit en woofing, en échange de compétences, en volontariat à travers le monde, qu'ils en ont écrit un livre qui s'appelle Woofing et voyages alternatifs dont ils vont justement nous parler. Tout au long de l'épisode, vous allez voir, on va décortiquer toute la philosophie qu'il y a derrière ces modalités de voyage. Ça va faire du bien parce qu'il y a beaucoup de good vibes dans cet épisode et on en a bien besoin. Donc sans plus tarder, je vais les accueillir à mon micro pour cet échange et rassurez-vous, il a été fait quand je n'étais pas malade, donc j'ai une voix un petit peu plus habituelle. Bonne écoute! Salut Claire et Jérémy, comment ça va? Ça va, trop bien. Et toi? Eh ben ça va bien. Vous êtes de retour en France, je sais tout. Je vous suis à la trace. Vous savez déjà que je suis votre fan numéro 1 peut-être. En tout cas, je me suis attribué ce nom, voilà. Vous faites partie de mes chouchous dans la blogosphère voyage, donc ça me fait vraiment plaisir de vous donner la parole parce que je trouve qu'on vous voit pas assez, qu'on vous entend pas assez, et que vous méritez vraiment que les gens connaissent votre univers. Donc cet échange ne sera pas du tout, impartial, puisque voilà, je vous adore. Voilà. Mais bon, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Alors moi, ce qui m'a intéressée chez justement dans votre livre et dans votre démarche, c'est que ce sont effectivement des voyages qu'on peut dire alternatifs, dont on entend peu parler, et quand on en entend parler, c'est souvent des fois sous l'aspect, on va dire, pratique, sur comment on peut faire du woofing, etc. Mais ce que j'aime dans votre démarche, c'est qu'au-delà de cet aspect un peu pratique que vous allez nous apporter aussi tout au long de l'épisode, on voit un petit peu quelle philosophie, quelle valeur il y a derrière toutes ces formes de voyage. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous entendez par voyage alternatif? Pour nous, la définition, c'est essayer d'être conscient de son impact, qu'il soit environnemental ou sociétal ou social, et essayer de garder un petit peu cette ligne de mire lorsqu'on voyage. Ça, c'est un peu la ligne directrice. C'est aussi sortir un petit peu des sentiers battus quand on se rend compte qu'il y a des propositions ou des solutions qu'on nous propose sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et puis essayer d'aller chercher un peu plus d'authenticité, si on peut parler de ce mot-là, que ce soit auprès de locaux, ou que ce soit d'expériences vraiment hors des sentiers battus, ou d'aller faire un pas de plus que la plupart des personnes.
L'alternative, c'est essayer de sortir un peu de ce qui est dans le mainstream, de ce qu'on va nous proposer sur les dépliants. Et il y a des choses bien, enfin, ça veut pas dire qu'on n'en fait pas, en fait, hein. On aime bien aussi aller voir, l'opéra de Sydney, c'était, un rêve de notre vie, tu vois, par exemple. Mais, aussi aller chercher d'autres choses, des vraies relations, des rencontres, qui sont puissantes, que tu vas te rappeler, qui vont marquer les 2 côtés et qui vont pas être juste de l'ordre, de l'activité touristique. Et alors justement, quels sont les différents modes de voyage alternatifs que vous avez pu tester et surtout, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez eu envie de tester ces modes-là? Comment ça s'est passé? Je pense que déjà le choix de partir au long terme, alors aujourd'hui ça l'est peut-être moins parce que ça se démocratise tellement le PVT, mais c'était déjà un peu différent de vouloir voyager sur du très long terme et pas juste partir en vacances en fait. Je veux pas faire la différence entre des vacances, des voyages, mais voilà, partir sur 1 an. Et comment tu fais pour partir sur 1 an? Tu as des petites économies, le PVT te permet de travailler, mais on voulait pas passer notre temps à travailler sur place, on voulait aussi, découvrir le pays. Et c'est assez rapidement, quand, nos fonds de caisse étaient vraiment au plus bas, qu'on devait se loger à Melbourne et puis c'était super cher de se loger en auberge de jeunesse et c'est là on a découvert le woofing. Je pense qu'on nous en avait peut-être parlé, d'autres voyageurs, mais en tout cas, c'est en Australie qu'on a découvert, qu'on a entendu parler du woofing lors de notre premier PVT et on a donc acheté le livre. À l'époque, il y avait pas de smartphone ou à peine et Il y a même pas de site en plus. mais ouais, donc il y a en fait, on a découvert le concept. Donc c'est, un concept où tu, échanges entre tu fais quelques heures de travail, pour une ferme ou un particulier et en échange, ils t'offrent le gîte et le couvert et donc on s'est dit: «Pourquoi pas essayer?» et la première expérience, c'était super. En fait, C'était c'est très cool. marrant parce que la première expérience, à la limite, c'est celle où on a bossé le plus, en fait, parce on est tombé chez une personne qui était passionnée de son projet, qui essayait de créer un espèce de centre public qui était autour du jardin pour les familles. Et en fait, il était en train de tout construire de ses propres mains. Et donc, on est arrivé dans cette expérience-là. Et lui, c'était aussi ses premiers woofers. Donc, c'était une première pour tout le monde. Il le savait pas, on le savait pas non plus, mais on travaillait 8 heures sur la journée, enfin toute la journée en gros. Voilà, c'était une super expérience, mais en même temps, on n'avait pas compris qu'il y avait certaines règles et qu'à un moment donné, bah voilà, nous on avait un peu fait le tour peut-être de cet endroit-là. C'était juste que voilà, on n'était pas au courant de comment ça se passait. Et Mais puis c'est juste qu'aussi notre hôte, il était tout le temps dans son jardin, tout le temps à fond et donc ouais, on le suivait, quoi. il était On complètement n'avait pas passionné, ouais. forcément Ouais. de Ouais, ouais. projet à côté à l'époque et on On était, voulait échanger, on voulait vraiment voilà. rester, profiter un peu de cette vie-là australienne qui nous proposait. Et c'est surtout que voilà, ça c'était la première idée, donc c'était vraiment un petit peu lié au début à nos fonds. Mais après on a quand même gardé ce mode de voyage-là parce qu'on s'est rendu compte que vraiment tu as un espèce de lien qui se crée avec l'autre que tu ne retrouves pas forcément, enfin en tout cas on l'a pas retrouvé, trop ailleurs. Puis en y réfléchissant là assez rapidement, j'ai l'impression que les personnes avec qui on a gardé vraiment des contacts assez proches et qui sont chères dans notre cœur, la plupart, c'est des personnes qu'on a rencontrées à travers le volontariat ou le woofing. Enfin, en tout cas, dans tout ce qui est ce qu'on appelle échange de services. D'ailleurs, on parle souvent du woofing, par rapport à cet, aspect-là de voyager un peu, petit budget, mais finalement, quand on vous lit, quand on vous écoute aussi, on se rend compte, qu'au-delà des économies, il y a aussi un très, très gros apport. Bah, déjà, vous apprenez pas mal de choses puisque vous êtes dans un nouvel environnement, vous faites, des activités, vous aidez pour des activités sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement de compétences à la base, enfin, j'imagine. En tout cas, ça peut être le cas. Et puis, il y a aussi la manière de vivre à la locale qui peut être aussi une nouvelle expérience aussi pour vous, dans les expériences que vous avez pu vivre, puisque forcément, là, on est aussi dans le quotidien, on est dans le travail, mais on est aussi dans le quotidien des gens. Donc forcément, c'est une expérience qui rapproche beaucoup plus que des rencontres qu'on peut faire au cours de ces voyages, on va dire classiquement, quoi. Je Ouais, trouve. tu partages pas que leur logement, en fait, tu partages leur vie vraiment du début, enfin de toute la journée, tu partages toutes les facettes de leur vie et c'est ça qui est vraiment fort, ouais. Pour cette première expérience, vous disiez que, bah, vous aviez pas forcément, organisé les choses parce que c'était votre première fois. Vous aviez pas forcément posé des questions justement sur le cadre, sur les limites et cetera. Et suite à cette première expérience, quel cadre après vous vous êtes mis? Quelles limites, pour que, justement vos prochaines expériences se passent, encore mieux ou en tout cas, peut-être de manière plus équilibrée, si on peut dire? Je pense au fur et à mesure, on a appris à lire les annonces. Et Tu as surtout à lire entre les lignes.
Il y a vraiment beaucoup d'annonces différentes. Là, on parlait de vivre chez notre hôte, mais il y en a où tu vis avec l'hôte, mais tu peux avoir plus ou moins d'indépendance et d'intimité. Ça dépend vraiment des autres. Des fois, ça va être une chambre au sein de leur maison, mais des fois, ça va être carrément, un petit bungalow indépendant avec ta propre cuisine. Ou alors, si c'est au sein d'une communauté, tu vis pas chez l'hôte, tu viens vivre, par exemple, dans une caravane ou un petit logement avec une cuisine commune. Il y a vraiment tout un tas de différentes possibilités, donc il faut bien lire les annonces et savoir ce qu'on a envie de faire soi aussi, savoir ce qu'on n'a pas envie de faire, si on n'a Mmh. pas envie de vivre, tu vois, dans le même espace ou quoi. Notre deuxième expérience était plus à la base, on cherchait un travail dans une ferme, on ne trouvait pas et on a trouvé cette ferme-là qui faisait un mix des 2, où on pouvait, les premières heures de la journée, échanger notre temps et notre service pour le gîte et le couvert et après l'après-midi, on était rémunérés. Cette ferme-là, c'est pas un bon exemple de woofing, je trouve, parce que c'était un peu l'exploitation des woofers, pour faire tourner la ferme, mais Ouais, c'était un peu exploitation, mais je pense que c'est là où, peut-être on a pris conscience dans le sens où, on a rencontré beaucoup de monde, où on est resté quand même longtemps. On est resté, 1 mois et 1 demi. mois et demi, comparé à 1 semaine pour le premier woofing et pendant ce mois et demi, on a pu, rencontrer des personnes qui avaient déjà fait du woofing. On a rencontré un peu des, différents profils, puis on a pu échanger pas mal là-dessus et c'était l'exploitation, plus, même je dirais au niveau de la ferme, pas forcément au niveau du woofing parce qu'au final, tu bossais quand tu travaillais pour la ferme, les premières heures de la journée pour jeter le couvert, c'était, 2 heures, je crois. C'était quelque chose comme ça et après ça se transformait en paye. Mais la paye était vraiment ridicule, en fait. C'était plus là où il y avait l'exploitation et puis le fermier qui était, on va éviter les gros mots, mais voilà, qui était pas sympa non plus. Et il y a un truc aussi qu'on a peut-être pas précisé aussi, c'est que là, depuis le début, on parle de woofing, mais dans le woofing, on inclut d'autres structures. Le woofing, c'est une structure associative qui se trouve dans les différents pays du monde. Il y a d'autres structures qui ne sont pas forcément associatives, comme LPX, comme Workaway, mais qui proposent un peu le même genre de service. C'est de l'échange de services, en fait, et l'échange de bons procédés. À la base, on parle du woofing pas mal dans tout ce qui est ferme organique. C'était vraiment un échange de services, ciblé sur, le travail dans les fermes organiques. Au départ, le woofing et après il y a d'autres formes d'échange de services qui se sont développées dans des domaines plus variés. Donc peut-être vous pouvez donner, d'autres exemples d'échange de services pour ceux qui ne seraient pas forcément intéressés d'aller à la ferme? En échange de services, nous, on avait aussi beaucoup utilisé LPix. Mais en termes d'expérience, par exemple, en Nouvelle-Zélande, à Auckland, on logeait chez une dame qui avait une tiny house et qui était en train d'en construire une deuxième. Puis notre boulot, c'était voilà, d'essayer de l'aider à construire la deuxième maison, la deuxième petite maison. Et c'était au cœur de la ville. Toujours à Auckland aussi, on a passé un long moment chez un petit papy qui est devenu notre papy de cœur en Nouvelle-Zélande, qui s'appelait Kiss, qui nous a hébergés plus d'une fois. Et lui qui vivait sur une des premières... je sais pas si on pourrait appeler ça un écolieu, mais ça y ressemblait beaucoup en fait. C'était une terre partagée en communauté avec d'autres personnes. Il y avait une douzaine de maisons sur le même terrain, puis ils avaient pas mal de choses en commun. Il y avait même une petite école en fait avec, je crois qu'il y avait une vingtaine de d'écoliers. Ouais. Et là, on faisait tout, hein. Il y avait un petit peu d'apiculture, c'était aussi du jardinage, de la construction. On l'a aidé à réparer son bateau. On est parti faire du bateau avec lui. Il y avait de l'électricité. Enfin voilà, c'est un peu de tout. Ça peut être tout un tas de choses et c'est là où c'est super intéressant parce qu'on se retrouve à aider les gens dans leur passion et à faire des choses auxquelles on s'attendait pas du tout. Ouais. Et ça devient très original, ça peut devenir très, très original. Et justement, dans votre livre, vous avez une page où vous avez mis, plein de mots-clés sur toutes les thématiques qui peuvent, se trouver dans l'échange de services et moi, j'ai été hallucinée par, la diversité. Je vais pas lire tous les mots parce qu'il y en a voilà, il y en a des centaines, mais je trouvais ça hyper, intéressant. Donc on retrouve tout ce qui est par rapport à l'agriculture, effectivement, par rapport au travail de la terre ou, des animaux. Mais il y a aussi des choses, par rapport à l'aide à la maison et aux personnes, le bricolage, la construction, l'informatique et communication aussi, des activités et cetera et enfin, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je trouve qu'on n'a pas cette vision aussi, large de ce que peut, recouvrir, l'échange, de services. Et on peut Ouais, aussi, si on a nous-mêmes des compétences, les proposer pour aider les personnes. Ça va dans ouais. les 2 sens, en fait. Les autres posent en général les annonces et s'ils ont besoin d'un profil particulier, par exemple d'un charpentier ou autre, bah, ils vont le mettre, même si on est d'accord que le charpentier va donner de son temps et va être dans l'état d'esprit de vraiment enseigner.
Tu vas vraiment essayer il va avoir d'autres personnes avec lui, puis il va vraiment essayer de transmettre un peu son savoir et sa passion. Mais aussi dans l'autre sens, s'il y a une compétence que tu as envie d'apprendre, tu peux aussi cibler ça et c'est ça qui est vraiment important. Nous, à un moment donné, on voulait se faire beaucoup plus d'expérience sur la navigation. Du coup, sur 2 mois dans le nord de la Nouvelle-Zélande, on a ciblé 5 ou 6 différents hôtes qui avaient de l'expérience dans la navigation. Des expériences qui étaient complètement différentes. Il y en avait une qui avait fait 2 fois le tour du monde, un autre couple qui faisait du racing, un autre couple qui était en train de construire leur bateau. On était des éponges à ce moment-là, à essayer de vraiment en tirer un maximum de ses compétences et apprendre un maximum pour pouvoir après voilà, Ouais, puis se baigner un peu plus se dans ce impliquer. monde-là, faire C'est un ça. petit réseau aussi, parce que c'est une petite Ouais. région, donc plus tu commences à parler aux gens et tu construis un réseau et prends des contacts et tout ça pour aller après plus loin dans ton voyage et tout. Donc, Oui, c'est là où le terme échange de services prend tout son sens. C'est vraiment un échange. C'est vraiment, on Exactement. sent bien dans votre bouquin que c'est réciproque. Alors, on l'a peut-être pas dit très clairement, du coup, je vais quand même le dire. Dans les expériences d'échange de services, que ce soit du woofing, que ce soit. Alors, woofing, LPX, Workaway, en fait, c'est des plateformes sur lesquelles on peut trouver toutes ces missions-là, mais on y reviendra sûrement après. Mais dans tous ces échanges de services, il n'y a jamais d'échange monétaire. Vraiment, c'est basé sur l'échange de bons procédés, on va dire. On en a un petit peu parlé déjà, mais à votre avis, à qui s'adressent un peu ces différents types d'échanges de services? je pense que si déjà tu es dans l'état d'esprit de vouloir donner un peu de ton temps pour aider les gens que tu vas rencontrer, pour moi, ça s'ouvre à tout le monde. Après, effectivement, c'est selon les autres. Certains vont chercher des personnes avec plus ou moins d'expérience dans les domaines dont ils ont besoin. Mais ça s'adresse aussi aux gens qui n'en ont pas. Enfin, on va forcément être initiés. Ils vont pas jeter leur woofer comme ça dans l'arène. Ils vont lui expliquer les choses qu'ils ont besoin, qu'ils aimeraient bien qui soient faites dans le jardin, travailler ensemble, etc. Et donc ça peut commencer, si on a d'expérience en rien du tout, par des petits travaux. Et puis au fur et à mesure, on construit son expérience. Si on en a, on peut les proposer si on a envie aussi. Je sais que moi, étant graphiste, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de proposer d'aider sur les sites internet, s'ils avaient besoin de petits affichages, des choses comme ça. Et c'est même aller beaucoup plus loin après. Je me suis mis à rester en contact avec certaines personnes et à continuer de les aider parce que leur projet me passionnait aussi. Donc ça, c'est pour les compétences. Après, on en parle aussi dans le livre, pour les tranches d'âge aussi. Il y a des possibilités pour toutes les tranches d'âge. On peut aussi faire du woofing avec ses enfants. On peut aussi aller faire du woofing chez des gens qui ont des enfants. On peut aussi en faire entre amis, en couple. Si tu vas faire du woofing chez quelqu'un, chez un hôte, faut aussi t'attendre à être un petit peu social. C'est-à-dire que tu vas pas avoir ta chambre ou ton bungalow, puis tu vas t'enfermer la journée, puis quand c'est l'heure de bosser, tu vas bosser, tu vas revenir. Non, il faut participer un petit peu. Donc, ils sont là pour échanger, il faut être quand même dans cet état d'esprit-là. Donc, ça peut être difficile pour des personnes qui sont un peu introverties et qui savent pas trop comment amener la discussion. Ça peut faire peur, ça peut être intimidant. Puis, il y a aussi le fait qu'on vit vraiment ensemble, donc on participe à tout. On cuisine ensemble, on fait la vaisselle ensemble, on fait le ménage ensemble. Et tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui fait partie non plus si jamais il y a des heures qui sont bien définies, ça en fait pas forcément partie, c'est juste la vie au foyer. Bon, c'est pas forcément des points négatifs, mais il faut être conscient que vivre ensemble, ça inclut aussi ces côtés-là. Quand je regardais les choses autour du woofing, j'avais un peu l'idée que c'était déjà que des jeunes. Qui partaient, voilà, des jeunes fougueux, pleins d'enthousiasme et de sociabilité. Mais en fait, il peut y avoir tout type de personnalité. Moi, j'ai beaucoup aimé que vous parliez du woofing en famille. Forcément, ça m'a parlé parce que vraiment, jamais j'aurais eu l'idée de faire forcément du woofing en famille. Donc ça m'ouvre potentiellement des perspectives. Je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, souvent ces expériences alternatives, on les imagine aussi que pour les jeunes. Alors moi qui vais bientôt avoir 40 ans, forcément, je suis bien contente quand on parle des tranches d'âge plus âgées. Ouais. Mais c'est clair, on a rencontré même des gens qui avaient plus de 60-70 ans et qui faisaient du woofing dans plusieurs. En général, c'est souvent dans des communautés où ils vivent un peu plus sur du long terme, mais ça peut très bien se faire sur une semaine aussi. Encore une fois, il faut lire les annonces, se présenter, voir si l'hôte ça lui convient, Mm. parce que bon, ça dépend aussi ce que tu peux faire physiquement. Il y a pas mal si c'est dans les jardins et tout, ça Mm. peut être aussi un peu physique. Mais il peut y avoir des tâches qui sont possibles à faire sans se casser le dos et tout, tu vois? Ouais.
Oui, Donc puis c'est vrai que ça aussi, c'est un autre aspect qu'on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a une énorme adaptabilité. Donc, comme Claire vient de le dire, si jamais tu as des problèmes physiques et tu peux pas aller travailler dans le jardin, mais aussi, par exemple, pour reprendre ton exemple avec ta petite famille, s'il y en a un de vous deux qui doit continuer à bosser à un moment donné, c'est tout à fait possible d'organiser des horaires en fonction des autres, ou alors que ton homme s'occupe un peu plus de l'aspect woofing et que tu travailles toi de ton côté ou inversement. Ça nous est arrivé pas mal, où moi je travaillais dans une boîte d'événementiel et du coup Claire faisait du woofing pour nous deux. Alors justement, comme on rentre dans l'aspect pratique de l'échange de services, pour quelqu'un qui, après nous avoir écoutés, a envie là tout de suite pour son prochain voyage de faire de l'échange de services, par quelle étape une personne devrait passer pour que voilà, ça se passe au mieux? Mais je pense que déjà, cerner ton projet et savoir vraiment, tu vois, si tu envie de passer du temps en ville ou pas. Si tu envie de passer, du temps à apprendre, oui, peut-être les secrets de la permaculture ou alors, bien sûr. d'aller, faire un peu plus La thématique, ouais. ouais, voilà, vraiment de savoir ça et puis après, ouais, en effet, les plateformes sont, très importantes et je te redonne la parole. Tu as complètement raison. En plus, on a détaillé ça complètement dans notre livre, sur, les intentions à définir, au départ, qui sont très importantes. Savoir où est-ce qu'on veut aller aussi, combien de temps et tout ça. Donc comme on le disait, c'est hyper important, quand on cherche, une offre d'échange de services, d'être au clair un peu sur ce qu'on attend, pour soi, quelle expérience on a envie d'avoir et cetera pour, avoir le moins de déceptions, possible. Et une fois qu'on a fait un peu ce travail, d'introspection et qu'on va sur, les plateformes, sur quoi, à votre avis, il faut être attentif? Comment, on décortique bien une annonce? Quels sont les détails sur lesquels il faut être, vigilant? Comment on se présente et cetera? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, là-dessus? Bah, encore une fois, d'avoir, dégrossi un petit peu de son côté ce qu'on a envie de faire, ça va nous permettre de retrouver dans les lignes des autres, un écho. Donc par exemple, si on a envie de, je sais pas, faire, quelque chose avec les chevaux, on va aller, s'orienter vers des personnes qui peuvent, avec lesquelles on peut travailler avec les chevaux. Puis après, bah, dans leur description, voir si ça nous parle en fait, si, ils développent un petit peu leurs valeurs et cetera, voir si ça nous parle. Voir si le style de vie, nous conviendrait aussi. Si en tout cas il y a une annonce qui nous plaît beaucoup, ben, faut pas hésiter à les contacter, à poser des questions. En tout cas, à montrer qu'on a lu l'annonce, ça c'est très important. Ouais, c'est ça, c'est pas hésiter à échanger avec eux, que ce soit, par mail ou même par chat ou quoi que ce soit. Dans un message d'odes, ce qu'on retrouve souvent en général, c'est au début une petite description de la propriété et de la famille ou de l'hôte en soi. Sur quel projet ils sont en train de travailler, sur quoi ils ont besoin d'aide et souvent aussi, et c'est assez important de savoir comment le temps va s'organiser, l'échange va s'organiser. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont peut-être vouloir, je vais dire des bêtises, mais 6 heures de travail sur 4 jours et puis après on a 3 jours de off ou des choses comme ça. Ils marquent aussi souvent à quel point ils sont flexibles sur ce genre d'horaire-là. Qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est pas inclus? Dans le sens inclus, j'entends, est-ce que, vous serez logé dans une chambre ou alors est-ce que vous avez une petite dépendance à côté? Est-ce que vous avez besoin de prévoir vos repas pour le midi ou alors est-ce que, on mange tout le temps, ensemble, à tous les repas quoi qu'il arrive? Déjà s'il y a pas ce genre de critères-là dans les messages, ça veut dire souvent que les personnes soit sont assez novices, les autres sont novices sur ces plateformes-là, ou alors qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, autant, ça veut pas dire qu'il faut sauter l'annonce, hein, juste, faut demander un peu plus ce genre de choses, essayer d'en savoir un peu plus, ne pas s'aventurer sans vraiment avoir cerné le projet et le cadre. Oui, c'est Mmh. sûr. Puis si la personne demande vraiment beaucoup d'heures par jour et tout, nous, en général, ça nous rebute un peu parce qu'on n'est pas là Oui, non plus, pour, faire que travailler, tu vois? On est là pour Ouais. passer oui, du temps avec les personnes et tout, donc je comprends. Il y a certains business, il y a besoin de travailler énormément, mais c'est pas non plus, le but, en tout cas pour, la personne qui vient faire du volontariat. oui, Donc ouais, voir ce que l'échange soit quand même assez fair. Après, il y a des annonces où c'est complètement l'inverse, où les gens sont ultra peace, ils s'en fichent de ils comptent pas les heures et puis flexible. c'est vraiment plus basé sur un échange culturel complètement. Enfin, Ouais. très souvent, c'est sur l'échange culturel, mais ouais, il y a vraiment de tout. Mais dans l'annonce aussi, si tu vois que, la personne est exigeante, même sur le profil du woofer demandé, ça peut être, aussi Un red flag. un red flag un peu. C'est-à-dire que si la personne veut absolument un couple ou alors, la personne veut absolument, une fille,
de moins de 25 ans, par exemple, Ouais, c'est un ou peu alors des choses bizarre, comme hein. ça. Alors le couple, ça s'explique souvent parce qu'ils ont peur qu'un woofer tout seul, ce soit trop de temps à passer avec lui et du coup qu'au Et bout qui d'un moment, il s'ennuie s'ennuie quoi, il se ou fasse chier et puis ça c'est pas une bonne expérience. L'inverse, c'est, ouais, faut voir un petit peu tout le contexte et ça peut être assez particulier, ouais. Et il y a autre chose aussi, c'est au niveau des reviews. Alors, on est adepte ou pas des reviews, j'ai envie de dire, mais on le voit vite fait s'il y a un problème, en fait, avec ces autos-là dans les reviews. Le woofer va écrire ce qu'il veut. Donc si à un moment donné, ça s'est mal passé et la plateforme ne va pas le changer et l'autre non plus. Donc dans les reviews, en fait, on peut voir si les expériences ont l'air d'être plutôt positives ou négatives. S'il y a pas de review, ça veut pas dire que c'est un mauvais hôte, ça peut tout simplement dire qu'il est nouveau ou alors que, voilà, il a pas demandé forcément des reviews ou quoi que ce soit. Ouais, sinon c'est toujours communiquer et communiquer, encore une fois avec l'hôte ou alors avec les personnes qui ont déjà fait du woofing pour cet hôte-là. C'est-à-dire contacter directement les reviews et puis voir, demander: «Beh, voilà, je suis tout seul, je vais aller à cet endroit-là, qu'est-ce que tu en penses?» tout ça. Et alors si jamais, une fois qu'on est sur place, ça se passe pas bien, quels pourraient être vos conseils? bah, ça dépend de ce qui se passe. Effectivement, ça peut aller, d'un petit problème de communication et ça peut créer des tensions et tout ça, donc on peut essayer encore une fois de les apaiser en discutant. Si par exemple, je sais pas moi, ça nous est arrivé des fois de casser des machines. Ça peut arriver. Tu es dehors dans le jardin, tu travailles avec la tondeuse ou je sais pas quoi et donc tout de suite d'aller dire le problème à l'autre. Il Si peut y c'est avoir d'autres problèmes, où là, c'est plus difficile à détendre et donc à ce moment-là, dans tous les cas, il y a rien qui te retient. Si jamais ça se passe vraiment très, très, très mal, il me semble que sur les structures, il y a une page pour aider justement pour contacter des personnes, voir si ça se passe pas bien et voir comment, la plateforme peut gérer au niveau de l'hôte si vraiment il y a quelque chose qui s'est passé qui est très néfaste, qu'il y a eu un Oui, abus, une voilà. agression ou quoi que ce soit, c'est carrément banni. Donc là, c'est plus de la médiation, hein, c'est vraiment de la sanction Ouais, s'il y et a de l'abus voilà. et tout, là, faut pas non plus s'il y a des choses qu'on se sent pas de faire ou des choses qu'on nous Ou de demande de faire ou l'exploitation tout qu'on se sent simplement, que hein. là, on est, faut dire stop aussi. Faut pouvoir s'écouter, Ouais. connaître ses limites et Parmi, toutes vos expériences et tous les échanges que vous avez eus aussi, avec, de nombreuses personnes qui pratiquent aussi l'échange de services, est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup d'abus, un petit peu d'abus, que globalement quand même, on peut se fier un peu, aux différents hôtes? Quel serait votre sentiment général sur ce milieu? sur les 12 dernières années, on a dû faire 3-4 ans, comme ça en woofing, LPX, volontariat. Et sur toutes ces expériences-là, il y a la ferme en Australie dont on a parlé où là, le boss, c'était un redneck vraiment pas cool avec, le staff, mais pourtant on a rencontré des woofers géniaux, quoi. Même sa femme était C'était vraiment adorable, trop bien c'était vraiment que lui. et il y a une autre expérience dont on parle dans le livre où et puis il y a un mec, qui a voulu voler de l'argent à des personnes, ça c'est arrivé. Mais là, c'est vraiment pour se focaliser sur, les mauvaises Mmh. expériences. Pour moi, on va dire, je sais pas moi, les 70 des autres qu'on a eus, j'ai des souvenirs incroyables. Ils nous ont appris tellement de choses, ouvert les yeux sur plein de choses, et puis c'est un mix, parce que là, bon, comme on disait au début, on se focalise là sur les rencontres, mais grâce à ces autres, on a pu faire des rencontres sauvages et voir des paysages de malades, faire des choses de nos mains quand on savait pas qu'était possible, c'est enfin voilà, pour moi, c'est un enrichissement vraiment, énorme et Je pense que c'est une expérience où on apprend aussi, beaucoup sur ouais, soi, à la fois complètement. sur ses capacités, par rapport aux relations humaines parce qu'on voilà, on vit des expériences, des choses qui sont un peu, hors du commun et à la fois des compétences, dans des contextes en plus culturels différents et cetera. Et je pense que voilà, faut bien se préparer sur toutes ces expériences-là pour justement éviter, les déconvenus et éviter les abus et je pense qu'il faut se faire confiance aussi sur, la lecture qu'on peut avoir des choses. C'est-à-dire que, quand on le sent pas, déjà quand il y a un petit truc qui nous tiraille, par exemple si on échange avec un autre et cetera et qu'il y a un truc en nous qui nous dit de pas y aller, je pense qu'il faut s'écouter dans ces cas-là et je pense que souvent des mauvaises expériences sont un peu dues à ça. Ce serait quand même dommage de finir sur du négatif, surtout que vous êtes plutôt, des personnes, assez, solaires dans ce que vous pouvez renvoyer. Donc moi j'aimerais bien que pour terminer, vous nous racontiez, 1 ou plusieurs expériences, hein, ce que vous voulez, qui vous ont vraiment,
marqué et qui peuvent peut-être donner une autre image aussi du woofing, quelque chose de peut-être plus insolite ou plus spécifique? On va commencer par parler de celle dont on parle beaucoup dans le livre, qui a un petit peu changé et bouleversé notre vie, je pense. C'est qu'on a fait un woofing, sur la côte ouest en Australie, où c'était, à la base, de l'aide, en fait, pour, une toute petite station touristique qui a des bungalows. Donc on les aidait à faire du bricolage, un peu de nettoyage et tout ça. Et le décor déjà, on était complètement dépaysés sur cette côte, aride, où il y a vraiment personne qui vient à part des petits pêcheurs et des petits surfeurs. Et on est tombés amoureux de cet endroit parce que c'est au bord d'une barrière de corail. Et donc on passait tous nos après-midi dans l'eau. C'était juste trop beau, regarder les poissons, les tortues et tout. Donc déjà rien que pour ça, c'était assez insolite. C'est là-bas qu'on a découvert un programme de conservation des tortues qui avait été initié par la station où on travaillait, enfin on faisait du woofing. Et en fait, ils avaient un tout petit programme qui avait très peu de com. Et j'ai commencé à les aider à faire le design d'un panneau de signalisation. Puis un petit flyer pour les écoles avec lesquelles, ils faisaient des présentations pour leur parler des tortues. Et puis, un petit site internet et puis un truc et puis un machin, et de fil en aiguille, on a continué à être en contact, pendant toutes ces années. Et Toujours aujourd'hui. toujours aujourd'hui, et on s'est retrouvés à aider les scientifiques qui venaient donc chaque année me faire le monitoring des plages, pour faire un comptage de tortues. On est allé avec eux, on a participé, enfin ils nous ont initiés en fait, à tout ça, donc on est devenus aussi bénévoles avec eux. Et ça, c'était très, très puissant de passer par le woofing et d'arriver à, être émerveillé d'une première part, de rencontrer tous ces gens, super engagés, cette petite communauté au bout du monde. C'était trop puissant, et de pouvoir, maintenant, avoir, créé une relation aussi professionnelle avec eux. Moi, en tant que graphiste pour, le programme, c'est génial aussi. On a fait de la vidéo, on a fait plein de choses avec eux, et on s'émerveille à chaque fois. Je pensais pas que le woofing pouvait nous ouvrir, toutes ces, c'est pas forcément des portes, c'est toutes ces Nous ouvrir les possibilités yeux dans la aussi. vie, et même découvrir ce que c'est que la conservation, animale, Et puis comprendre environnementale. que nos compétences de photographe, de graphiste et d'ingé son pouvaient aussi servir justement ce monde-là. Alors que pour nous, c'était vraiment un monde qui était réservé aux biologistes, aux Tout à scientifiques, fait. à des profils comme ça. Alors que non, vraiment, il y a besoin de tout profil dans ce monde-là. Et ouais, ça a été une belle ouverture. Ça nous a permis d'avoir un premier pas dedans, en fait, pour savoir comment on pouvait aider des projets qui ont du sens. Ouais, Ouais, voilà. complètement. Est-ce que vous auriez une deuxième expérience là qui donne vraiment envie et qui achève de convaincre les auditeuristes, de faire de l'échange de services? Bah, moi, je veux bien Vas-y, parler choisis. de... Ouais, ok. Il y en a une où on devait, c'était encore en Australie pour le coup, pour changer, mais sur le nord-est de l'Australie, et on devait aller faire un woofing, mais pour garder une maison, qui était une maison en plein dans une vallée tropicale, une maison de bois qui était magnifique. Et les hôtes partaient, étaient tous les deux des tisseurs, des artisans tisseurs, et ils partaient pour un festival aborigène dans une communauté aborigène. Et au dernier moment, en fait, ils nous ont dit, bah, vous savez quoi, avec vos compétences en photo et en vidéo, on aimerait beaucoup que vous veniez avec nous. En plus, vous avez votre van, vous êtes complètement autonome, et on voudrait que vous passiez le festival avec nous et que vous documentiez un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Et donc de simple entre guillemets caretaker, on est passé à 5 jours en fait dans cette communauté aborigène où on a des souvenirs absolument incroyables. Et ce woofing est resté, je pense qu'on est resté presque un mois à ce woofing. Et on a eu des expériences qui étaient vraiment incroyables avec ces personnes-là qui nous ont baladés partout, vraiment partout, qui parlaient de nous partout. On a même fini par faire du babysitting de kangourous, enfin de wallabies plutôt. Ça doit être super, ça me donne trop envie. Ah non, c'était vraiment fou. Puis c'était la voisine qui nous avait proposé ça. Et la voisine, bah, pour aller dans son terrain, vu que c'est une vallée tropicale, fallait traverser forcément la forêt, passer un lit de rivière, remonter la forêt, puis aller chez elle. Et donc on y allait que le soir pour dormir avec ces wallabies-là. Et, et non, c'était vraiment fou, mais on était vraiment à des lieux
de savoir ce qui allait se passer pour nous quand on est arrivé dans ce woofing. On pensait qu'on allait juste garder la maison et on a eu une espèce d'expérience qui est incroyable. Et même quand on en parle, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment arrivé? Et puis leur maison était incroyable, construite Ouais. dans la jungle. Bon, faut aimer les petites bêtes, mais tu avais la végétation qui rentrait par les fenêtres, c'était merveilleux, comme Ouais. dans un film d'aventure, je sais pas. C'était C'était magnifique. Et puis, ah ouais, découvrir tous les habitats différents à travers le woofing, on en parle aussi dans le livre, c'est incroyable. Oui, sur les manières de vivre, oui, qui sont très, très différentes effectivement et je pense qu'il y a très peu d'expériences en voyage où on peut vraiment avoir accès au mode de vie vraiment. Alors on peut le faire aussi un petit peu si on fait ce qu'on appelle du tourisme communautaire, quand on va loger dans des communautés qui proposent aussi, de venir à la fois, loger par exemple dans un village ou au cœur d'une famille, mais aussi vivre des expériences ensemble. Donc c'est une autre manière. Mais à part, ces expériences-là, il y a très, très peu de moments où on peut vraiment le vivre de manière, vraie et authentique. Parce que bon, après, il peut y avoir des propositions touristiques Ouais, un petit ouais, peu, c'est ça. marketées, mais qui n'ont rien à voir avec finalement ce qui se passe, en vrai chez les gens, quoi. Ouais. Exactement. Mais c'est ça, je pense, qui nous a plu le plus, sur le long terme. C'est vraiment, c'est le côté vrai, le côté local et le côté, Surtout ce qu'on a on aimé, c'est quand ils vivent, off the grid, il y a ça aussi, ouais. hors réseau, complètement déconnectés, dans la nature, quoi. Ça te montre que c'est possible. Ça, moi, ça m'inspire beaucoup. Et j'imagine que ça doit remettre pas mal aussi, en question peut-être sa manière, de vivre, que ça donne aussi, peut-être des idées de cheminement qu'on peut faire après personnellement, en dehors du voyage, de vivre toutes ces expériences-là aussi. Ouais, Complètement. complètement. C'est un autre truc aussi, si on a des projets, par exemple, de construction ou de vie, en communauté ou de vie avec un mode de vie très particulier, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'expérimenter justement à travers l'échange de services et voir déjà si c'est faisable pour nous, si vraiment on est compatible, on est câblé pour ce genre de vie-là. Et puis après, voir que c'est possible aussi de nos propres yeux parce qu'il y a des communautés qui existent et voir comment on peut bâtir, notre communauté ou notre projet de construction ou autre. Enfin, il y a tellement d'aspects et tellement de possibilités, Ça dépasse largement, l'univers, du voyage, mais c'est ce que je trouve aussi, très intéressant. Je pourrais vous écouter pendant des heures, mais je pense que le mieux, c'est que, les auditeuristes se procurent ce magnifique ouvrage donc qui s'appelle «Woofing et voyages alternatifs» aux éditions, Erol. C'est un beau cadeau aussi à faire en toutes circonstances pour, les voyageurs et voyageuses, donc n'hésitez pas. Voilà, je mettrai, bien sûr la référence dans la retranscription de l'épisode, dans la description de l'épisode aussi et puis, je pense que c'est bien de se quitter sur ces belles, expériences. Vous en racontez plein d'autres aussi dans le livre. On a aussi des témoignages, d'autres voyageurs, des gens qui sont partis faire du woofing en famille, des voyageurs en vélo aussi qui ont fait, un voyage itinérant et qui ont aussi fait des expériences tout au long de leur périple et cetera et cetera. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'inspirations différentes. Donc je vous remercie énormément pour, tout le temps que vous avez pris, pour, nous raconter, tout ça. C'est toujours un plaisir de vous entendre mais c'est nous qui te remercions, ça fait Merci vraiment plaisir. infiniment, Laura. et voilà et j'espère que ça donnera plein, plein, plein d'idées aux gens Oui! qui nous écoutent. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors? Est-ce que vous avez des projets, dans l'avenir d'échange de services ou vous faites une petite pause pour l'instant? Vous savez un petit peu ou pas? Eh beh, ça fait plusieurs années qu'on fait du volontariat maintenant dans une, station de recherche des cétacés au Canada, donc pourvu que ça dure. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce projet-là, je les invite aussi à aller vous rejoindre sur votre compte Instagram Soundwave on the Road. Je suis toujours aussi mauvaise en en anglais, c'est une cata. Et ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis, à très vite. À très vite, À merci très vite Laura. Laura, merci encore. Hop, 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 ne partez pas si vite. Avant de partir, n'oubliez pas de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toutes les plateformes qui le permettent. Et aussi de me laisser plein de messages sur mon compte Instagram @globeblogger. J'ai remarqué que vous avez été quand même pas mal à écouter les rediffusions, ça m'a un peu surprise. Donc ça veut dire que vous n'aviez pas forcément écouté tous les épisodes.
Mais je me suis dit, il y a peut-être des auditorices par ici qui ont déjà écouté les plus de 60 épisodes des coulisses du voyage. Et si c'est le cas, ça m'intéresserait de le savoir, notamment via Instagram. J'aimerais bien savoir qui sont mes auditeurs et mes auditrices les plus assidus. Donc ça me ferait plaisir en ce début d'année, ce sera un petit cadeau de le savoir. Donc n'hésitez pas à m'écrire et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.